Bonjour, aujourd'hui on fait un webinaire sur la maladie d'Alzheimer ou apparentée avec le docteur Caroline Saelser et puis le docteur Vincent Oulaoudia qui est président du Gérontopole Pays de la Loire et qui va animer cette session. Moi je suis Jocelyne Guillon, directrice d'Humagogie. Donc les Tutonomies, c'est une web série qui est sur YouTube depuis 2019. Ça a été mis en place avec Malakoff Humanis et des experts du médico-social. Donc c'est des tutoriels pour aider au quotidien les personnes qui soutiennent un proche en perte d'autonomie. Et puis, ces webinaires, ça va vous permettre d'échanger avec un expert, d'avoir un aperçu des lieux où demander de l'aide. Et puis, ça s'élargit sur le bien vieillir. Donc, c'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et puis l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire et des professionnels qui viennent intervenir. Alors aujourd'hui, le thème principal, ce sont les généralités sur la maladie d'Alzheimer. Pour ce faire, nous accueillons le docteur Caroline Salser, qui est praticien hospitalier au CHU de Nantes et qui est responsable de l'unité cognitivo-comportementale. Un petit mot sur cette unité. C'est une unité qui accueille des personnes avec la maladie d'Alzheimer ou des maladies d'apparenté en situation de difficulté, de crise, de période d'instabilité de leur maladie et entraînant des troubles du comportement majeurs, rendant difficile leur maintien dans leur lieu de vie habituel. Donc là, aujourd'hui, je vais lui laisser la parole. Nous allons parler de ce qu'est la maladie d'Alzheimer, les définitions, pourquoi, quels sont les éléments qui atteignent le cerveau et qui provoquent cette maladie, quels en sont les symptômes et quelle en est la prise en charge, que ce soit par des médicaments et surtout par tout ce qui n'est pas médicament dans l'accompagnement de la personne. Caroline, merci d'accepter de participer encore une fois. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, voilà, je vais vous présenter pas mal d'informations. Je pense que vous connaissez déjà beaucoup de choses certainement et puis qu'il y a beaucoup d'accès à plein d'informations sur Internet, mais en gros, ça va être principalement une sorte de résumé. Donc, pour commencer, j'avais choisi deux posters, du film Se souvenir des belles choses, Oui, et puis une affiche de France Alzheimer où il est principalement question de troubles du langage. Donc, Se souvenir des belles choses, c'est un film très touchant sur une personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer jeune, mais c'est surtout pour pouvoir garder son identité et respecter les valeurs de la personne. Donc, c'est un premier conseil ce qu'on peut apporter à une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer. Et ensuite, l'affiche France Alzheimer peut aussi faire écho au rôle des aidants, parce que quand on est un aidant, on est souvent un peu déstabilisé par les troubles présentés par son proche et que c'est très important de rester un peu, entre guillemets, droit dans ses bottes, d'être convaincu de ce que l'on fait et de rester authentique et de se dire que ce que l'on fait pour son proche sera forcément le mieux. Donc là, en introduction, pour vous dire que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui est connue depuis le début du XXe siècle, qui a été décrite pour la première fois par le docteur Alois Alzheimer, dont vous voyez la photo, qui a lui-même dessiné en fait les lésions anatomopathologiques qu'il a définies, qu'il a mis en évidence sur le cerveau d'une patiente décédée à 53 ans, je crois que c'était en 1906, Madame Auguste D. Aujourd'hui, on sait que ces lésions anatomopathologiques, elles sont présentes plusieurs années avant le diagnostic. Et l'évolution lente et progressive de cette maladie va conduire à une altération des fonctions cognitives et non cognitives, avec une perte d'autonomie, ce qui fait qu'on peut assimiler cette maladie à une maladie qui va provoquer chez une personne un ou des handicaps. Ces handicaps ne sont pas fixés et vont continuer d'évoluer avec l'extension des lésions sur l'ensemble du cerveau. Il n'existe pas encore de traitement curatif de la maladie. L'évolution et la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer vont être individuelles, vont nécessiter une prise en charge individualisée. Le retentissement physique et psychologique sur l'aidant principal et la famille sont très importants à prendre en compte parce que l'accompagnement d'une personne malade va délivrer le binôme époux-épouse ou parent-enfant. Cette prise en charge va être individualisée, mais aussi pluriprofessionnelle. En fait, il va y avoir un ensemble d'acteurs de soins dans différents domaines qui vont intervenir auprès du malade et auprès de son proche, afin d'essayer de maintenir un équilibre, une sérénité et un maintien à domicile. Donc, il y a plein d'acteurs, des médecins, des assistants de soins en gérontologie, des infirmières, des ergothérapeutes, des psychomotriciennes, psychologues, neuropsychologues, associations, équipes spécialisées Alzheimer. Et puis, sur le côté social, il y a le CLIC, les Maya et les assistantes sociales.
Donc, ces acteurs du soin vont être également les chercheurs qui nous ont donné en juin dernier un espoir encourageant sur les traitements pouvant agir directement sur les lésions anatomopathologiques avec le médicament aducanumab. C'est principalement le plan de cette formation. Donc, la maladie d'Alzheimer, je me répète encore un peu, donc ça c'est comme une sorte de carte mentale. Ça c'est connu depuis le début du XXe siècle. C'est une maladie neurodégénérative avec une destruction lente et progressive des neurones. Elle touche près de 15% des personnes de plus de 80 ans, mais il y a aussi des formes jeunes, chez les moins de 60 ans, et on compte à peu près 33 000 personnes jeunes. Il y a à peu près 900 000 malades en France et 225 000 nouveaux cas par an. L'altération des fonctions cognitives, c'est l'altération de la mémoire, du langage, de l'organisation, altération des fonctions non cognitives sur les troubles de l'humeur, les troubles du comportement et perte d'autonomie. Et puis les lésions anatomopathologiques décrites, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc là, je reprends les chiffres du début. On connaît des facteurs de risque. Après, voilà, on peut avoir des facteurs de risque, mais sans pour autant en développer une maladie d'Alzheimer, ou bien ne pas avoir de facteurs de risque et en développer une. Donc, 2 personnes atteintes sur 3 sont des femmes. Donc, le sexe féminin, l'âge, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, ça, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire. L'hygiène de vie, la consommation d'alcool, le niveau socioculturel par rapport à la réserve cognitive, en fait, et puis certains facteurs génétiques pour les formes jeunes. Le diagnostic va être fait par un faisceau d'arguments qui sont à la fois l'examen clinique, les examens d'imagerie qui seront proposés et des examens biologiques. Et aujourd'hui, on peut faire un diagnostic de certitude parce qu'il y a différents examens qui ont été étudiés justement pour pouvoir mesurer l'atteinte neurologique, notamment au niveau d'une IRM cérébrale, et puis mesurer les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans le liquide céphalorachidien par une ponction lombaire. Dans la maladie d'Alzheimer, vous entendrez parler aussi de différents termes. L'atrophie, donc ça s'appelle, ça signifie la diminution de la matière grise qu'on va observer lors d'une imagerie cérébrale avec l'amincissement du cortex, du cerveau en fait, et l'élargissement des sillons et des ventricules cérébraux. On observe à l'IRM l'hippocampe, qui est une structure cérébrale qui est bien visible à l'IRM, qui est spécifique dans l'apprentissage et la mémoire, et sa diminution de taille est cotée selon une échelle. Le rôle de l'hippocampe est primordial dans l'apprentissage, notamment des faits récents. La maladie, elle va évoluer selon un circuit assez précis qui est bien connu aussi. Elle va commencer au niveau donc, de l'hippocampe et du système limbique, donc, c'est le centre de l'apprentissage, qui va surtout être dans la mémoire des faits récents. Ces faits récents sont ensuite relayés vers différentes zones du cerveau. Et l'atteinte du système limbique est parfois provoquée par des stress prolongés, de l'alcool ou du cannabis. Donc, l'évolution de la maladie, ça part de l'hippocampe, du système limbique, pour ensuite atteindre le lobe temporal qui va servir au langage, surtout sur le sens des mots. Ensuite, ça va toucher le lobe pariétal et occipital. Donc, le lobe pariétal, c'est surtout pour la lecture, l'écriture, le traitement des informations sensorielles. Et le lobe occipital sert au système visuel. Puis une atteinte du lobe frontal qui est dans le contrôle des mouvements volontaires, la conscience de soi, la résolution de problèmes et la planification. Quels sont les symptômes de la maladie d'Alzheimer? Donc, principalement, il y a la plainte de la mémoire, la plainte amnésique, qui va venir de la personne elle-même ou de son entourage. Donc, ça va surtout être des oublis d'événements récents, donc sur la mémoire antérograde, la mémoire des faits récents, des troubles de la reconnaissance des visages ou des objets, des difficultés d'organisation, de planification de tâches, parfois des tâches même simples qu'on avait l'habitude de faire, et puis des troubles du jugement ou du raisonnement. En général, la mémoire des faits anciens va être préservée. C'est la mémoire, on peut dire, autobiographique,
Et du coup, ça peut amener à un retard au diagnostic parce qu'on va banaliser les troubles en parlant de mémoire préservée, justement. Après, toute plainte de la mémoire n'est pas forcément pathologique, puisque ça, c'est assez fréquent chez les personnes de plus de 50 ans. On peut estimer à 50% de plaintes cognitives et plaintes mnésiques et 70% des plus de 70 ans sans forcément être malade. Au niveau des symptômes, ce qui est très classique, en tout cas, mais plus dans une maladie un peu plus avancée, c'est la triade aphasie, apraxie, agnosie. Donc l'aphasie, c'est un trouble du langage. Ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir parler comme dans un accident vasculaire cérébral. C'est plutôt un trouble du langage avec une expression verbale qui va être pathologique et des difficultés de compréhension orale. On appelle ça un manque du mot, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à trouver ses mots ou peut utiliser des mots valises comme machin, truc, utiliser des mots qui ne sont pas forcément les bons, mais pour pouvoir continuer à s'exprimer avec des mots valises ou un jargon. Donc là, ce sont des mots qui ne sont absolument pas compréhensibles et qui n'existent pas dans le vocabulaire. L'apraxie, c'est l'incapacité de réaliser des mouvements volontaires adaptés à un but. L'agnosie, c'est la non-reconnaissance des objets connus, ou bien des visages également, en fait, malgré des capacités sensorielles intactes, c'est-à-dire en l'absence de troubles de la vue, principalement. L'autonomie est mesurée par des échelles d'autonomie, donc souvent utilisées en consultation, et ça va concerner surtout l'hygiène corporelle, l'habillage, la continence, la locomotion et l'alimentation. Après, il peut y avoir aussi des troubles de l'humeur, une anxiété, un syndrome anxio-dépressif ou des troubles du comportement, un type d'irritabilité. L'évolution, elle est lente et progressive, ça c'est important. C'est d'ailleurs un critère, un diagnostic différentiel. Il faut que ça évolue au moins depuis 6 mois. Si c'est une évolution brutale, ça ne sera pas en défaveur d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Le parcours du malade. Donc, à partir du moment où il y a une plainte mnésique, du malade ou de son entourage, on va demander une consultation auprès du médecin généraliste, qui est donc le référent. Ce médecin généraliste va évaluer les facteurs de risque dont on a parlé, les antécédents familiaux, faire le point sur les maladies chroniques associées, sur les traitements pris, les médicaments, évaluer aussi la vue, l'audition, en gros les troubles sensoriels, faire un test mémoire. Donc ça, c'est un test de dépistage qui permet après au suivi de troubles cognitifs afin d'avoir un suivi par des scores. C'est le MMS, c'est le Mini Mental Status, qui va évaluer différentes fonctions cognitives justement. En fonction, le médecin généraliste va proposer une imagerie cérébrale, surtout un scanner en fait, et puis une prise de sang. Alors la prise de sang, c'est pas du tout pour avoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer, mais c'est pour éliminer aussi d'autres causes somatiques qui pourraient provoquer des troubles cognitifs. Après tout ça, on propose une consultation mémoire. Donc, les consultations mémoire, elles peuvent se passer dans les hôpitaux, les CHU, en centre mémoire, ressources et recherche, ou bien en clinique, auprès d'un gériatre dans une clinique ou d'un neurologue. L'évaluation dans une consultation mémoire, elle est conjointe par un médecin, une infirmière et une neuropsychologue. Il va y avoir un bilan médical avec, pareil que l'évaluation du médecin généraliste, évaluation des pathologies, des fragilités de la personne, des traitements et de l'humeur. Un bilan neuropsychologique approfondi, donc c'est plus qu'un MMS, mais c'est parce qu'on va évaluer plusieurs mémoires, pas forcément que la mémoire à court terme. Et puis l'entretien avec la famille pour le mode de survenue, l'évolution, le niveau d'autonomie et le vécu de l'aidant principal. En fonction de tout ça, il va y avoir mise en place d'un plan de soins personnalisé en fonction des besoins, des atteintes cognitives et sur le plan de l'autonomie. Mais ça va être à la fois pour le malade et pour l'aidant. Il peut y avoir proposition d'examens complémentaires, donc l'IRM dont on a parlé tout à l'heure, la ponction lombaire, la scintigraphie cérébrale. Et à l'issue de tout ce bilan, il va y avoir une consultation d'annonce diagnostique, une consultation spécifique qui est vraiment dédiée aux patients et qui peut nécessiter même plusieurs consultations parfois en fonction des capacités d'acceptation. Donc le bilan neuropsychologique approfondi, c'est une évaluation cognitive globale qui va toucher plusieurs mémoires. Donc c'est pour ça que je vous les ai détaillées, parce que c'est une évaluation qui peut être longue, qui va durer 1h30 à 2 heures. Il faut être bien reposé quand on va à un bilan neuropsychologique approfondi. Voilà, c'est un peu stressant.
c'est pas forcément évident. La mémoire de travail donc, est évaluée. Ça, c'est une mémoire qui permet de stocker et manipuler des informations pour réaliser une tâche. Donc, ça peut être, par exemple, vous lisez un numéro de téléphone, bon, pas dans l'annuaire maintenant, mais vous le retenez pour le composer. On évalue aussi la mémoire sémantique. Donc, ça, c'est la mémoire des connaissances. Ça, c'est une mémoire à long terme. C'est ce qu'on apprend un peu à l'école, en fait, des faits, des concepts sans référence avec l'histoire personnelle. La mémoire épisodique. Donc ça, c'est la mémoire des événements que nous vivons, auxquels il va y avoir une référence aux émotions, à la période et à l'endroit. La mémoire procédurale, donc ça, c'est le savoir-faire. C'est comme quand on dit savoir faire du vélo, quoi. En fait, ce sont les habiletés perceptives et motrices. Donc ça concerne également la conduite automobile, en fait, dans la mémoire procédurale. Mais ce dont on va discuter plus tard, c'est qu'en fait, la conduite automobile qui fait partie de la mémoire procédurale peut être préservée longtemps, mais la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, va être atteinte. Et la mémoire autobiographique. Donc ça, c'est les souvenirs individuels qui permettent de se construire une identité. C'est la mémoire aussi qui est ancienne, la mémoire des faits anciens, qui peut être préservée aussi longtemps. Les examens complémentaires qu'on peut proposer, donc la ponction lombaire, qui va donc permettre de doser les biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien. Ces biomarqueurs, ce sont ceux qui sont responsables des lésions anatomopathologiques qui existent dans le cerveau. C'est le dosage de la protéine Tau et de la protéine bêta-amyloïde. Donc du coup, on connaît des dosages spécifiques qui vont dire, en fonction de tel taux de protéine Tau ou protéine phosphorylée Tau ou de protéine bêta-amyloïde, on va considérer que ça correspond à ce qu'on peut retrouver dans une maladie d'Alzheimer. L'IRM cérébrale, elle permet de mesurer l'atrophie, surtout l'atrophie de l'hippocampe. Et puis, on peut utiliser une scintigraphie cérébrale pour mesurer justement le métabolisme du cerveau et identifier les zones malades. Donc, le métabolisme, c'est-à-dire que les neurones, ils vont consommer un marqueur et s'ils sont absents, ils ne vont pas consommer le marqueur. Donc, finalement, le marqueur ne va pas fixer au niveau de ces zones-là. C'est pareil pour les PET scans, donc c'est aussi une histoire de métabolisme du glucose par les neurones. Et du coup, si les neurones ne consomment pas le glucose, c'est qu'il n'y a plus de neurones en fait. L'annonce diagnostique, donc ça c'est une consultation qui va être longue, qui va s'adapter au rythme d'appropriation du patient. Ça permet de respecter la liberté de choix de la personne, c'est-à-dire qu'une personne peut refuser d'avoir une annonce de son diagnostic et sa dignité, et favoriser sa capacité à organiser sa vie, mettre en place un plan de soins. Et puis surtout, là, il va y avoir la notion de personne de confiance aussi. On peut partager cette annonce avec une personne de son choix. La présence d'une psychologue est possible. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en place un plan de soins et d'aide en fonction de la clinique et de la situation sociale. Diapositive sur les formes jeunes, les formes héréditaires. Ces formes jeunes, elles arrivent quasiment toujours avant 60 ans et souvent autour de 45-50 ans. Ce sont des mutations génétiques rares et à partir du moment où on est porteur d'un gène pathologique, on va développer la maladie. À partir de ce moment-là où on a un antécédent familial, c'est là que la consultation génétique et la consultation d'éthique clinique peut avoir sa place, en tout cas voilà, par rapport au dépistage entre guillemets. Alors la maladie d'Alzheimer est une affection de longue durée. Donc, le médecin traitant référent va faire une déclaration d'affection de longue durée. Ce qui est toujours important, donc c'est prise en compte des facteurs de risque et surtout des fonctions sensorielles, la vue et l'audition. On peut proposer des soins médicamenteux spécifiques, qu'on va détailler un peu plus tard, des soins non médicamenteux. Il faut aussi prendre en compte les situations à risque, c'est-à-dire les situations où la personne risque de se mettre en danger, soit par son domicile ou son environnement, sa conduite automobile. La désignation d'une personne de confiance, la réflexion à la mise sous protection juridique d'un majeur vulnérable, et puis l'accompagnement psychologique du malade et de son aidant principal. Donc ça, c'est principalement pour parler de la personne âgée. Et en ce moment, il y a un référentiel pour les malades jeunes qui est en cours de rédaction avec un groupe de travail au niveau de l'ARS des Pays de Loire. L'objectif des médicaments, c'est d'essayer de stabiliser ou d'améliorer transitoirement les fonctions cognitives et surtout de contrôler la survenue de troubles du comportement. Il y a deux types de traitements. Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, parce qu'en fait, dans la maladie d'Alzheimer, il va y avoir un déficit en un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine.
Et puis, il y a les antiglutamates. Donc, ça, c'est pour diminuer un neurotransmetteur qui est en excès dans le cerveau dans la maladie d'Alzheimer, le glutamate. Depuis le 1er août 2018, ces médicaments sont déremboursés parce que l'intérêt médical a été évalué insuffisant pour justifier leur prise en charge. Mais ils peuvent toujours être prescrits et proposés aux malades et à son aidant, tout en les informant que les frais de traitement vont être à leur charge, ce qui correspond à peu près à 30 € par mois. Au niveau des soins non médicamenteux, donc les objectifs, ça va être d'entretenir les capacités des malades, maintenir l'activité physique et cognitive, maintenir l'activité sociale et adapter l'environnement. Donc c'est là qu'on va prendre en compte les situations à risque. Donc les risques domestiques, le gaz à domicile, les gens qui ont des armes à domicile et la conduite automobile. La conduite automobile, donc, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie de la mémoire procédurale. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, ça devient automatique, c'est un réflexe. On peut continuer à savoir conduire très tardivement, mais il va y avoir une atteinte de la mémoire de travail qui est une mémoire à court terme, qui fait que lorsqu'il va y avoir une situation nouvelle sur la route, la personne ne va plus être en capacité d'analyser, d'avoir une réflexion juste et de pouvoir s'adapter à une nouvelle situation. C'est pour ça que la conduite automobile devient dangereuse, en fait, dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas par le fait que la personne ne sache plus conduire. Dans les soins non médicamenteux, il existe aussi la possibilité de prescrire des séances de réhabilitation et d'accompagnement à domicile par une équipe pluriprofessionnelle qui s'appelle l'ESA, équipe spécialisée Alzheimer. Donc, ces équipes sont constituées d'une infirmière, d'une assistante de soins en gérontologie, donc ce sont des aides-soignantes qui sont spécialisées dans la prise en charge des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou apparentée, donc qui ont une formation supplémentaire et qui vont pouvoir en fait proposer des attitudes soignantes et des propositions non médicamenteuses afin d'entretenir les capacités fonctionnelles des malades. Il y a aussi souvent une ergothérapeute dans ces équipes et parfois une psychomotricienne. Donc, la prescription peut aller de 12 à 15 séances qui vont être remboursées par an. En général, ce sont pour des personnes qui vont avoir un MMS. Donc, ça fait partie des critères en fait, d'admission pour pouvoir bénéficier du passage des ESA, supérieur ou égal à 15. Le MMS est sur 30. Après, il y a plusieurs maisons de retraite qui proposent des accueils de jour. Il y a certains centres hospitaliers qui proposent aussi des hôpitaux de jour. Et puis, il y a l'intervention de l'assistante sociale qui est importante pour pouvoir orienter les personnes dans la mise en place d'une protection juridique, réaliser une demande d'habilitation familiale, faire les demandes d'APA, donc ça c'est les aides financières par le Conseil général, en fonction du degré d'autonomie, la désignation d'une personne de confiance, et puis il va y avoir aussi la possibilité de groupes d'écoute et de parole en vue d'un soutien psychologique pour les malades et les aidants, dans des associations comme la Maison des aidants, ou même dans les centres hospitaliers, dans les centres mémoire. Et donc là, l'objectif est de repérer les situations d'épuisement des aidants principaux. En ce qui concerne la recherche qui a été annoncée en juin, porteur de beaucoup d'encouragement en tout cas et d'espoir. Actuellement, ce traitement, c'est pour agir directement sur les lésions anatomopathologiques de la maladie d'Alzheimer, mais en amont. Donc, c'est prévenir l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde qui va fabriquer des plaques amyloïdes et ralentir la progression des enchevêtrements neurofibrillaires de la protéine tau. Et donc, c'est par des anticorps spécifiques. Et celui qui a été mis sur le marché aux États-Unis, c'est l'aducanumab, donc un anticorps monoclonal qui va viser la protéine bêta-amyloïde et qui va la dégrader. Donc la protéine bêta-amyloïde, c'est celle qui va être pathologique en fait. Il ne va pas dégrader la protéine précurseur. Pour le moment, ce traitement n'est pas utilisé en France. On attend encore les études des États-Unis qui sont faites maintenant chez les personnes volontaires. On sait qu'il existe des effets indésirables quand même de ce traitement à type d'œdèmes cérébraux qui vont être probablement dose dépendants. Il faut au moins une injection par mois, mais sur quelle durée, ça je ne sais pas du tout. C'est un traitement qui est assez onéreux et que ça va concerner principalement des malades qui vont être en phase très précoce de la maladie. Alors, pour des conseils simples, donc en plus de ceux qui concernaient les deux affiches de présentation, là, se souvenir des belles choses et rester droit dans ses bottes. Il faut être attentif à différentes situations quand on va voir une personne qui va souffrir d'une maladie d'Alzheimer, notamment ce qu'on appelle la surstimulation.
c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de stimuli visuels, auditifs dans la pièce, que la personne ne va pas réussir à se concentrer. Donc, éviter, par exemple, de laisser la radio ou la télévision allumée quand on veut parler à quelqu'un ou lui expliquer quelque chose. Tenir compte de la fatigabilité, parce que comme il y a beaucoup de concentration au départ, les personnes sont très attentives, il faut tenir compte du fait qu'ils soient plus fatigables et qu'ils ont besoin de moments de repos. La double tâche, c'est pouvoir faire deux choses en même temps. Ça va être compliqué pour une personne qui va présenter une maladie d'Alzheimer. Et du coup, quand on est dans une action ou une activité, il faut éviter d'interrompre cette tâche. L'importance des repères, que ce soit des repères spatiaux ou des repères temporaux, c'est proposer une même activité au même endroit ou au même moment, toujours penser à la sécurité, prendre en compte les envies, c'est-à-dire que la personne elle peut avoir des envies aussi, refuser de participer à telle ou telle chose, et il faut éviter de choisir pour une personne malade. Après, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire parfois. Choisir le bon moment, donc attendre que la personne soit disponible, respecter son rythme de vie. Ça, c'est des conseils simples et il y en a certainement plein d'autres, j'en oublie certainement. Donc, il y a des situations particulières où il va falloir être capable de donner l'alerte parce que ces situations, en fait, elles vont déstabiliser de toute façon le binôme aidant-aidé. Donc, la nosognosie, ça c'est très fréquent dans la maladie d'Alzheimer, c'est un symptôme qui correspond à une non-reconnaissance des troubles. La personne n'est pas dans le déni de ses troubles, mais ne reconnaît pas être malade. Pour elle, elle n'est pas malade. Donc, n'étant pas malade, elle n'a pas besoin de soins. Et on va se retrouver dans une situation de refus de soins, avec refus de passage infirmier, refus de passage pour aide à la toilette, refus de partage des repas, les sorties inopinées, l'errance sur la voie publique, les fugues. Ça, c'est une situation de mise en danger du malade et de son aidant. Et puis, l'inversion du rythme nictéméral, où la personne qui ne va plus dormir la nuit, mais dormir le jour. Donc, ça va épuiser aussi l'aidant qui va plus être en capacité d'assurer les soins auprès du malade. Pour pouvoir donner l'alerte, il faut se connaître soi-même, être empathique avec soi-même, connaître ses propres limites. Chacun a un seuil de tolérance individuelle et c'est important si on ne le connaît pas, en tout cas le reconnaître. Parce que l'aidant se trouve en première ligne avec tout ce que cela implique sur le plan des émotions, sans possibilité de passer le relais. 24 heures sur 24 et avec un rapport qui n'est pas du tout celui d'un soignant vis-à-vis d'un malade, mais d'un proche, d'un époux, d'un enfant vis-à-vis d'une personne malade. Donc le lien n'est pas le même. Et puis, il y a certainement aussi des promesses qu'on se fait au moment du diagnostic ou avant la maladie et qu'on se trouve en situation de vouloir absolument respecter lorsqu'on est dans une situation de difficulté. Du coup, là, j'ai repris un schéma qu'on avait déjà vu lors d'une précédente formation parce que ça permet de se dire que finalement, le malade, il n'est pas tout seul dans l'avancée de la maladie, il y a aussi l'aidant et qu'il faut prendre en compte l'aidant. Que le binôme aidant principal et malade va être indissociable et les soins qu'on va donner à l'un vont être aussi importants. Enfin, voilà, c'est nécessaire de donner des soins à l'aidant autant qu'on va en donner au malade parce que du bien-être de l'un va découler le bien-être de l'autre. Enfin, on a tous des traits de personnalité, des valeurs, une histoire de vie personnelle qui vont interagir, qui vont retentir sur l'accompagnement qu'on va proposer à la personne malade. Et puis voilà, tenir compte de sa santé physique et psychologique aussi dans l'accompagnement d'une personne malade. Et donc, quand vous vous trouvez en situation de difficulté, les personnes à solliciter, le corps médical, évidemment, le médecin traitant, il faut absolument pouvoir donner l'alerte au médecin traitant ou au médecin gériatre qui suit la personne ou au neurologue. Quand c'est une situation qui nécessite une mise au point, on peut proposer une hospitalisation en UCC. Donc, l'indication, c'est la difficulté de maintien à domicile dans une situation de trouble du comportement aigu. Les séjours temporaires, donc ça, c'est pas évident, mais en même temps, c'est important de pouvoir faire des moments de répit, mais ça se fait en dehors de toute situation aiguë. Alors, il y a aussi des séjours aidants-aidés qui peuvent être proposés par différentes associations, notamment au niveau de la Maison des aidants qui propose des séjours vacances aidants-aidés et les plateformes de répit. Pour toutes les démarches, plateformes de répit, séjours temporaires,
il y a le CLIC, en fait, qui peut apporter les informations nécessaires des établissements qui proposent ces plateformes de répit et ces séjours temporaires. Donc, l'hospitalisation en UCC, c'est lorsqu'il y a une situation de crise, en fait, c'est la gestion d'une situation de crise qui va compromettre le maintien à domicile ou dans le lieu de vie. Donc, l'objectif de l'hospitalisation, c'est de poser un diagnostic sur le trouble du comportement présenté, parce que, bon, il y a assez souvent un trouble de l'humeur associé. Ça peut être aussi mettre un répit parce qu'on est dans une situation d'épuisement des dents principales. On propose une prise en charge médicamenteuse, mais pas tout le temps. On peut proposer aussi parfois simplement une prise en charge non médicamenteuse. Et donc, on accompagne également les dents principales avec des entretiens de soutien et un accompagnement dans les démarches sociales. Donc ça, ce sont les adresses des associations, en tout cas à Nantes et dans le 44, Maison des aidants et France Alzheimer. Dans les messages qui sont importants à transmettre, c'est que la maladie d'Alzheimer, elle va être propre à chaque malade et nécessiter une prise en charge individualisée. Il y a l'histoire de vie, la personnalité, les valeurs. Cette maladie va aussi toucher les dents principales. C'est un facteur de risque d'une dégradation de l'état de santé psychologique et physique de les dents principales. C'est important de garder son rôle d'aidant et de proche parce qu'on va forcément inévitablement devenir soignant, mais en même temps sans la distance du soignant d'un point de vue émotionnel. Donc, c'est là, quand on devient trop soignant de son proche, que l'on peut arriver à une situation d'épuisement. Donc, rester authentique, droit dans ses bottes, être convaincu de ce que l'on fait, se connaître soi-même, mais si on ne se connaît pas soi-même, reconnaître ses limites et accepter de partager ses émotions, parce que souvent, on va s'empêcher de partager certaines émotions pour ne pas blesser la personne malade, mais en même temps, elle va forcément ressentir les émotions de son proche et vous le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Voilà, merci beaucoup. Merci Caroline. La maladie d'Alzheimer, comme vous l'avez bien signifié, c'est une maladie de la mémoire, mais pas que. Il y a des tas d'autres éléments qui apparaissent et ce n'est pas le fait de ne pas retrouver ses clés ou de ne pas retrouver un nom qui peut être extrêmement inquiétant. Alors, faut-il dire au malade le diagnostic de sa maladie? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'entraîner une dépression sévère, voire de le pousser vers un acte de suicide lorsque on annonce le diagnostic? C'est l'objectif de la consultation d'annonce diagnostic. Déjà, on évalue avant si la personne va vouloir connaître son diagnostic ou pas avant d'arriver à la consultation d'annonce diagnostic. Et c'est aussi l'intérêt justement d'avoir la présence d'une psychologue lors de ces consultations d'annonce parce qu'on a évalué d'abord la fragilité thymique de la personne avant de réfléchir à annoncer le diagnostic et du coup au risque de troubles thymiques. Après, à partir du moment où la personne a entendu le diagnostic, ça rebondit aussi sur l'histoire de la nosognosie en fait. À partir du moment où on a entendu le diagnostic, même si on est dans la non-reconnaissance des troubles, le fait de l'avoir entendu une fois a été de toute façon enregistré par la personne malade. Je crois que le respect de la personne et la dignité de la personne malade justifie qu'on adapte bien sûr l'annonce, mais qu'elle a le droit aussi de savoir. Et retenons les messages importants que vous nous avez fait passer, Caroline. Retenons aussi qu'il est important de se faire accompagner lorsqu'on est un aidant, et pour ça, il faut au mieux rejoindre des associations comme France Alzheimer ou d'autres, et des structures qui peuvent vous accompagner. Merci pour vos interventions.